Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rencontres, mauvaises, bonnes, déterminantes. C'est la vie qui choisit qui l'on devient, la preuve. Allez, c'est par ici que ça se passe, Malek. Bienvenue dans votre vie. Merci. On va la retracer, cette vie, à travers les photos marquantes. Et on va commencer là où tout a commencé. Hein. C'est vous, là. C'est ça. Vous êtes où? Donc là, on était... bon, je suis tout à droite avec la veste bleue, peut-être que tu ne m'as pas reconnu. Mais c'est effectivement le village ou la maison sans eau, sans électricité, dans laquelle je suis né en 73. En 73. Petit village de Kabylie qui s'appelle comment? Fétala. 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 Et Tella, ça veut dire la source. Fétala, la source. Exactement. On voit qu'à Fétala, en 73, Oui. là on doit être en J'avais 75, quelques années. Ouais, il n'y a pas grand-chose en fait. Non, on est... un des souvenirs que j'ai, c'est un incendie derrière la maison, mais les voitures s'arrêtent à 2 km parce qu'elles ne peuvent pas aller plus loin. Donc finalement, tu te retrouves à prendre de l'eau à jeter sur les flammes qui sont à 3 mètres de la maison. J'avais 5 ans, 6 ans. Donc c'est un village de montagne, pas d'accès à l'eau, pas d'électricité. Parce qu'il n'y a pas votre papa à l'époque, parce que Non. rapidement, justement, vous allez grandir ici, vous. Alors Hein? ça, c'est la maison. Finalement, Voilà. la première photo de la maison est juste derrière. Ça, c'est l'intérieur de la maison. Donc effectivement, là, c'est les grands-parents paternels, donc du côté de mon père. Sauf erreur de ma part, c'est la 9e femme de mon grand-père. 9e femme. Exactement, donc il devait être un peu en avance sur son temps, sur la possibilité de divorcer, de se remarier. Mais effectivement, donc là, on est vraiment dans l'intérieur de la maison où on voit un petit peu le côté simple des choses, donc avec mon grand-père. Larbi. Larbi, Hein? exactement. Grand-père Larbi. Tout à fait. Et effectivement, c'est épuré au possible. Hein. C'est épuré au possible, c'est de la terre. En face de ce qu'on voit, le lit, qui est l'espace en fait où on est assis, en face, c'est les animaux. Donc il y a l'espace où les animaux dorment dans la maison. Il faut bien avoir chaud l'hiver. On est en montagne, donc il neige chaque hiver. Donc on dormait avec les animaux. Vous allez vivre dans de cette maison. De zéro. Je suis né dans cette maison. C'est votre maison exacte. C'est la maison de naissance. Et jusqu'à un petit peu avant 9 ans, on quitte un village au fin fond de la forêt pour aller à Paris. On va y aller. 0 à 9 ans ici, Oui. bien sûr. Il n'y a pas votre père, on va le voir tout à l'heure. C'est Non. le grand absent de vos 0 à 9 ans. Par contre, alors il venait quand même une fois ou deux par an. Par contre, il y a elle qui habite chez les beaux-parents. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Votre maman? Ma maman. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que... Donc elle vient vivre chez ses beaux-parents parce que son mari n'est pas là? Exactement. C'est un peu dur. Pourquoi c'est dur, hein, Alec? Parce que c'est... comment on peut dire ça? C'est la connexion à tout, en fait. Tout repose sur elle. Tout reposer sur elle. Encore aujourd'hui, mais finalement, quand on parle de l'importance d'une mère, faut pas que je regarde la photo, ça va être plus simple. Moi non plus. Non, moi non plus. Elle nous a mis au monde toute seule, puisque tout le monde est né à la maison, sauf ma dernière sœur. Elle nous a gérés toute seule, elle s'est occupée de toute seule. C'est tout. Je crois que c'est je pense que mon humanité vient d'elle. Pour faire simple. Pour faire ça. C'est ma référence. De 0 à 9 ans, c'est mon unique référence. J'ai pas d'autres mots, en fait. Il y a une autre référence. Oui. Là. Ouf. Je comprends l'importance de l'être humain. On dit souvent, quand on met une mauvaise personne parmi 1000 bonnes personnes, souvent ça déforme le groupe et tout le monde devient mauvais. En fait, le départ de mon grand-père a été une prise de conscience sur l'importance d'une bonne personne. Jusqu'à son départ, c'était le socle. À lui tout seul, il tenait les deux familles, les relations entre les familles, etc. Il est parti, tout s'est effondré. Donc je perds un ami, un frère, un grand-père, un père, une référence, et ça c'était difficile. Et c'était tellement difficile que, à son décès, j'ai pas été au pays pendant des années. Parce que pour moi, ce qui me retenait, c'était que lui. C'était lui. Mohamed. Mohamed, c'est le papa de votre mère. Mohamed, exactement, c'est le papa de ma maman. Et lui, il avait une autre particularité, c'est que lui,
l'argent n'avait Non. aucune importance. Ça a été un vrai sujet, effectivement, où c'est pas que l'argent n'avait pas d'importance, c'est que les valeurs passaient avant. On est dans un monde où tout le monde est focus sur combien je vais laisser à mes enfants. Pas quoi, juste combien. Et effectivement, on était plutôt dans des sujets humains. Et lui, ce qui vous a laissé, justement, c'est le mot espoir. C'est le mot espoir. Parce que pendant qu'il était là, les difficultés étaient facilement traversables. Et ça, c'est un sacré confort. Ça va aller. Et qui est-ce qui a pris une photo ce jour-là, quand même? Écoute, je ne sais pas. Hein? Je Il sais faut pas. prendre une photo à des moments pareils. Je ne sais pas. Effectivement, là, c'était la mise en terre. Donc là, c'est les membres de la famille, hein, puisque dans nos traditions, c'est nous qui mettons en terre nos aïeux. Et je ne sais pas qui a pris cette photo. Effectivement, je suis en plein centre et je l'ai reçue par la suite. D'ailleurs, je l'ai reçue plusieurs mois après, cette photo. Donc bon, voilà, c'était... Ça commence dur, en fait. Et le grand absent du début, Mon père, votre papa. la rigueur. De lui, il y a un truc que je ne pourrais pas lui enlever. On est arrivé en France, il m'a pris. T'es pas chez toi ici. T'es pas chez toi. À résultat équivalent, tu dois travailler 2 fois plus qu'eux pour avoir peut-être le même résultat. Et donc, il m'a quand même donné cette force. Quelle que soit la difficulté, non, il faut y aller. Et je dois réussir. Parce que ça n'a pas été facile pour lui. Lui, il part alors qu'il est marié, il a une famille. Il va faire est- carrière, il va faire sa vie sur le... Alors, on l'appelle pas le continent, je ne sais pas comment on dit, on dit La France, La enfin, France. la France, Hein, on la dit la France. France. En fait, c'est un sacrifice parce qu'il part pour préparer notre venue. Mhm. Donc il part même pas pour lui, il part des années avant qu'on parte. Déjà, il faut avoir cette capacité de dire je pars, mais pas pour moi. Je pars pour préparer la suite. Donc ça a pris effectivement des années. Moi, je suis né, il n'était pas là, hein. Donc il venait 1 ou 2 fois par an et Il repartait. j'ai quasi pas de souvenirs. J'ai quasi pas de souvenirs. Limite, le seul souvenir que je garde en Kabylie, c'est qu'un jour, il me donne une cigarette, j'avais peut-être 5-6 ans, il me dit tiens, fume. Tiens, bon. Non, parce que je me suis dit si je fume, il va me frapper. Peut-être que c'est une tentation. Et je fume quand même. Et je tousse et je suis pas bien, je suis malade. Il me dit c'est juste pour pas que tu fumes plus tard. Bon, c'était la façon de faire à la dure. C'est le seul petit souvenir que j'ai. Donc très dur, que ce soit dans les mots et dans les faits. Question d'époque, donc je lui en veux pas parce que je pense que finalement c'est une question de génération, quel que soit le pays. Mais il m'a vraiment appris cette force de caractère qui heureusement a été compensée par ma mère. Et on va voir que de la force de caractère, il va en falloir dans votre vie, parce que votre vie débute, une vie d'aventure, et elle débute là-bas. Venez Malek, avec moi. Je vous suis. L'arrivée en France, Malek. Voilà. C'est les yeux grands ouverts, je sais pas, c'est peut-être la découverte ou le passage de la forêt à la ville, en fait. Sergi. Cergy. Cergy Donc, Pontoise. Cergy, donc à droite, c'est la maison de quartier. Finalement, j'en garde un bon souvenir. Donc dans une cité qui s'appelle les Touleuses à Cergy. Et après l'école, j'étais là. Parce qu'à l'école, au début, ça va pas bien, quoi, en fait. Imagine, tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue, déjà. Donc j'arrive, j'ai quasiment 9 ans, donc on me met dans une classe, on me dit, mais non, en fait, le gamin, il parle pas français. Donc on va le mettre dans une classe en dessous. Non, ça suffit pas, il faut le mettre encore dans une classe en dessous. Donc au lieu d'être en CM1, Je me retrouve en 2 classes en dessous, CE1, quoi. CM1, CE1, exactement. Mais logique, parce que finalement, je comprenais pas ce qui se passait autour de moi. Mais il y avait cette force dont je parlais tout à l'heure par mon père, il disait, non, tu te tais, tu prends les coups, tu courbes les dos et tu fais le job. Donc finalement, au bout de 2-3 ans, j'étais le premier de ma classe très rapidement. Les maths m'ont un peu sauvé. J'avais des facilités en maths, donc très très vite, je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais les chiffres. Donc ça a été quand même une sacrée aide. Voilà. vous avez un rêve à cette époque-là, c'est d'être chirurgien. Je crois, en tout cas, vous avez envie d'être chirurgien. Exactement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Sauf que vous avez des copains, beaucoup de copains, et les copains, eux, ils décident de faire autre chose. Donc en fait, vous suivez les copains ici, quoi. Tout à fait. Donc là, on est à l'université de Cergy. J'ai vu des gens autour de moi qui étaient 1000 fois plus brillants que moi. Donc je savais que j'en ferais pas ma vie.
Parce qu'au bout de quelques mois, je me suis rendu compte, mais eux, le prof nous avait donné un exercice, c'était un échiquier, il fallait faire un programme informatique, c'est le cheval qui se déplace sur l'échiquier, et à la fin, on laisse le moins de cases possible. Il m'a fallu 3 semaines, et j'avais des gens en face de moi, en 1 heure l'avaient fait. Donc là, j'ai compris que je ne ferais pas grand-chose. Par contre, j'ai vu quelqu'un de brillant, et il fallait choisir un binôme, donc je me suis débrouillé pour que ça soit lui. Lui faisait le job technique, et moi, très vite, j'apprenais à le présenter. Donc finalement, on est devenu un peu comme ça le meilleur binôme. Donc vous savez vraiment vous entourer. Ah Vous allez ouais, partir après à l'université, vous allez tout à faire un fait. DESS en ingénierie et... Alors, je fais effectivement donc 2 ans, après licence maîtrise électronique automatique appliquée, donc EEA, et puis DESS. Alors, un peu bizarrement, moi, je savais dès le départ que je ne serais pas le meilleur des techniciens ou des ingénieurs. Mais à la fin, j'ai été faire un DESS management marketing pour l'ingénieur, où j'étais pas censé être pris, pour faire simple. Et vous allez être pris parce que Je vous vais avez être du pris. bagou, vous savez être pris. Et Je- logiquement, on devrait vous retrouver dans un bureau quelconque dans un et on laboratoire. vous retrouve. Aux Antilles. Ah, effectivement. Qu'est-ce qui Donc, vous prend? on m'a raconté une histoire. Moi, elle est trop longue à raconter, mais elle est disponible partout. C'est l'histoire du pêcheur mexicain. En fait, la morale de tout ça, c'est qu'on se rend compte que dans cette vie, on travaille comme des acharnés pour avoir une maison au bord de la mer et vivre tranquillement. Et je dis, mais moi, je vais aller vivre la fin de ma vie si c'est ça. Je suis parti comme ça sur un coup de tête. Et donc, 4 ans aux Antilles, avec Pierre-Louis Damoiseau. Donc, on a passé, c'était le voilier. Donc, on avait un voilier, petit Faret. On naviguait, je travaillais 13 heures par semaine. Non, magique. Ouais, vous donnez des cours, hein, vous donnez des cours dans un BTS. En fait, c'est En fait, la vie est exactement. Je simple, donne des cours en oisive. pêche, Ah exactement. ouais. Mais vous prenez des kilos d'ailleurs, hein, vous grossissez un petit peu là. 10. Là, ça va 10. encore, mais à 10. Mais justement, même au paradis, on s'ennuie à un C'était moment. la première leçon de la vie. Même au paradis, on s'ennuie. Un mois après, j'étais reparti à Paris avec la volonté de créer une boîte et de faire le tour du monde. Exactement. Puis il y a aussi un ancien ami à vous de l'IUT qui vous appelle pour monter cette boîte Il là. est venu me voir à plusieurs reprises Ouais. là-bas. Il m'a dit, il faut que tu viennes, il faut qu'on monte la société, etc. Au début, je ne voulais pas parce que j'étais bien dans mon île, tranquille, etc. Et puis, bon, quand il y a eu ça, je dis, OK, j'arrive, on y va. Donc, effectivement, fonds de contrôle, hein, donc opérateur télécom. Au début, on faisait un petit outil, mais ça s'est vraiment développé. Hein. Un bureau à Dubaï, plusieurs bureaux en Afrique. On était entre New York, la Russie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Enfin, Il y a vite un on chiffre a d'affaires qui fait construit 30 millions d'euros. Hein, quelques dizaines de millions. des filiales, effectivement. Là, Des c'est en, filiales. c'est Donc en- ça, c'est en la filiale Algérie. en Algérie avec un ancien ministre. Effectivement. Vous donc, profitez même de oui, cette usine de cette entreprise pour faire travailler les membres de votre famille. exactement. Il y a le frère, sœur qui Tout travaillent. à fait. La Donc, vie est intense à cette Oui. époque-là, Malek. oui. Et puis un jour, vous avez mal quelque part, hein, vous vous sentez pas très bien. Qu'est-ce que j'ai là? Vous en parlez à pas grand monde. Et puis vous allez quand même vous retrouver comme ça, quoi. Tout à fait. Donc j'arrive à l'hôpital et je déclenche un problème respiratoire. Donc là, mon taux d'oxygène qui baisse. Donc ils ne comprennent pas. 90, 80, 70, le médecin il me dit, bon, ça va pas, enfin, il y a un truc qui va pas. Sans Je me savoir. retrouve à 48% de taux d'oxygène dans le sang, donc je descends jusqu'à 48. Le médecin il me dit, je comprends pas que vous puissiez discuter avec moi parce que vous n'êtes pas censé comprendre. Écoutez, je comprends ce que vous me dites. Donc ils refont les examens plusieurs fois. Et sans savoir chaque soir si vous allez vous réveiller le lendemain, Les Malek, en 10 fait. mois, c'est pas sans savoir, j'étais convaincu, c'est différent, parce que ne pas savoir est une chose, être convaincu qu'on ne se réveillerait pas est autre chose. Je me suis couché pendant une dizaine de mois avec la certitude que je ne serais pas là le lendemain. Et elle me convenait. Elle me convenait. Donc finalement, j'étais hyper heureux. Incroyable. J'étais serein avec mes enfants, puisqu'on rigolait de tout, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, parce que de toute façon, chaque seconde était la dernière. Donc effectivement, j'ai passé comme ça 10 mois, au début branché, après avec ma bouteille d'oxygène, et puis ensuite avec le médicament encore à ce jour. Hein, Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez une capacité pulmonaire réduite. 70%, à peu près de 70%. capacité Vous respiratoire. n'en êtes jamais remis, vraiment. Et puis au bout de... J'estime être meilleur qu'avant, donc finalement, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Et puis au bout d'un an, vous arrivez ça va mieux, hein, vous provoquez encore une fois votre réussite. Et puis un jour, vous reprenez un peu le boulot, vous allez voyager, vous allez Tout à dans un fait. hôtel, Oui. et là, il y a un client qui est Insatisfait. insatisfait. Euh,
Je reprends un voyage, j'arrive dans un hôtel et là j'ai un client furieux qui me dit on m'a coupé les services, on était opérateur télécom. Je dis écoute de quoi tu me parles parce que moi ça fait 3 ans, je suis quasi pas là, c'est mon associé qui gère. Donc effectivement l'associé avait suspendu le service. Je me lève, je pars, mais je tourne le dos et je m'en vais parce que pour moi la discussion est close en fait. Je prends un énorme coup derrière la nuque, je tape contre la baie vitrée, je tombe par terre, il lève les pieds, il m'écrase la nuque. Donc là, double hernie cervicale, je me retrouve 15 jours hospitalisé à Cochin et 1 an avec cet appareil. Encore Alors un pour an. la petite anecdote, l'appareil que j'ai autour de moi, c'est du carton avec un collant, machin, où ils m'ont rafistolé comme ça, là-bas, parce qu'il fallait traiter l'urgence. Et là, j'ai passé effectivement 8 mois et demi accident de travail à la maison. Voilà. Et le pire, c'est que ça, c'est pas le pire. Parce que suite à ça, vous reprenez enfin le travail complètement. Juillet 2014. Et là, alors je l'ai matérialisé comme ça et vous allez me raconter l'histoire. Finalement, toutes les années d'avant, je ne suis jamais arrivé là. On m'a proposé de la psychologie, j'ai refusé. On m'a donné des médicaments, j'ai refusé. Je reprends le travail en juillet 2014. Je gagnais très bien ma vie, j'avais un salaire à 5 chiffres, donc je ne m'occupais pas de mon compte en banque. Effectivement, le premier jour, j'arrive dans mon bureau et je ne sais pas pourquoi, je regarde comme mon argent. Je vais voir mon associé, je dis attends, tu me dois 200 000 euros là, sur les 9 derniers mois. Il me dit oui, mais tu sais, ça fait quelques années, la boîte va moins bien depuis que tu n'es pas là. Je dis, de quoi tu me parles? Tu as été payé par la sécurité sociale puisque c'est un accident de travail. Toi, tu as perçu l'argent. Et là, je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Je me suis écroulé. Trahison. J'ai travaillé 15 ans pour construire quelque chose et être protégé. Et je perds. Et lui, il a tout pris. Et là, vous commencez. Là, justement, c'est la descente aux Mais enfers, la maladie. descente aux enfers. L'injustice. Pour donner des chiffres, je gagne des centaines de milliers d'euros sur le procès juste salaire. J'ai des arriérés de salaire en centaines de milliers d'euros. Je gagne face au prud'homme. Il fait appel sur appel. À la fin, là, il ferme la société. Et là, il y a un fonds de protection qui te donne 50 000 euros, dont 35 pour les avocats. Donc là, effectivement, ça a été dur parce que... Ça a été dur. Je crois que ça a été juste dur. Donc effectivement, pour la première fois de ma vie, j'ai pris... par la force des choses, dis-moi, vas-y, donnez-moi ce que vous voulez. De toute façon, je suis fatigué. Donc on a vu votre première vie, deuxième, troisième. Hein, et maintenant, ce que je vous propose, justement, c'est d'aller voir la quatrième. La meilleure vie. Allez, venez avec moi. Par là-bas. Malek, c'est ici. Et donc Malek, quatrième vie, elle commence ici. Par un diplôme. Comme si une vie était un diplôme presque, en fait, finalement. Alors, à un moment donné, après toutes ces vies, je me suis cherché un peu, en fait. Et finalement, il y a souvent des rencontres. Donc, j'ai rencontré Jacques, qui est devenu après mon associé dans une société dans l'eau, où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'eau, mais d'un point de vue entrepreneuriat, etc. Il y a un chiffre qui vous interpelle. Il va y avoir un chiffre qui est marquant dans votre vie, dans votre quatrième vie. Tout à fait. C'est le 80% des eaux usées rejetées au niveau de la planète, donc au niveau monde, dans la nature sans aucun traitement. C'est-à-dire qu'on prend l'eau en l'utilisant, la salit pour faire plein de choses, et 80% on la rejette sans aucun traitement. Et là, je ne sais pas, le cerveau a dû bugger, et c'est devenu un truc viscéral. Je dois régler ça. Et donc vous fondez ça? Je fonde effectivement donc, No Water No Us, qui est au départ un slogan. Donc je dépose, en 2019, je dépose sans trop savoir vers où je vais aller finalement. Pas d'eau, pas de nous. D'eau, pas de nous. Voilà. Vous déposez Simple. ça. Je dépose la marque anglaise, mais sans savoir exactement où je vais aller en fait. Je dois régler ce problème-là, mais à mon sens, la meilleure façon de le régler, c'est de commencer à le régler, puis de voir après comment on va le régler. Parce qu'il y a des chiffres, il y a des chiffres chiffres. éloquents. Là, ça fait un peu plus d'1 quart d'heure qu'on parle, Oui. Malek. Il y a 106 personnes dans le monde qui sont mortes à cause d'une eau insalubre. Donc 90% ne fêtera pas son 15e anniversaire. Les premières victimes, c'est les enfants. 106.
il y a les eaux insalubres, ça concerne 5 milliards d'humains sur Terre. En fait, le monde se divise presque en deux catégories, en fait, hein. Il y a l'Occident et les pays, entre guillemets, du Sud, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Euh, Si on est pragmatique, on se rend bien compte que les pays les plus développés, c'est ceux qui gèrent leur eau et qui la traitent, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Les pays qui ne le sont pas, ou en tout cas qui mettent plus de temps, finalement, on se rend compte qu'ils ne gèrent pas du tout leurs eaux usées. Donc ça veut vraiment dire que cette notion d'eau sale, l'eau propre permet à un être humain de vivre, mais elle permet à un pays économiquement de progresser. Donc effectivement, à mon sens, il y a un lien direct entre l'eau sale et la vie ou la survie d'un homme, d'une ville, d'un pays, d'un... Parce que l'eau, Malek, ce n'est pas un problème de quantité. C'est la même quantité d'eau qu'il y a sur la planète depuis que la planète est planète, depuis 4 milliards d'années. à Il y a fait. la même quantité d'eau. Oui. Par contre, c'est la qualité qui change. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a qu'une seule eau. Parfois, on a tendance à séparer l'eau de mer de l'eau douce, de l'eau dans les glaciers, mais c'est la même goutte en fait. La goutte d'eau, chaque goutte est âgée de 4,5 milliards d'années. Elle a fait plusieurs fois le tour de la Terre, elle a traversé plein d'êtres humains. Quand tu vas aux toilettes, finalement, la goutte que tu rejettes, un jour ou l'autre, quelqu'un va la boire. L'inverse, c'est-à-dire que tu bois de l'eau que quelqu'un a uriné un jour, et c'est une certitude. Pour traverser un océan, on dit qu'une goutte, c'est en moyenne 1500 ans. Donc chaque goutte a été salée, elle a été dans le ciel, elle a été souterraine, elle a été dans les rivières, elle a été dans les glaciers. Donc on se bat encore sur la provenance de l'eau. Certains disent qu'elle vient de l'espace, peu importe. La certitude, c'est que la quantité n'a pas bougé depuis les débuts de la planète. Pas que de Par contre, la qualité, oui, bouge. Et ce message, il faut le faire passer, Malek. Oui. Et pour le faire passer, vous allez endosser plusieurs casquettes. Tout à fait. Et une des premières, le sport. le sport. Et les ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'est lié. Ouais. C'est lié parce que l'idée, c'est comment je peux embarquer les sportifs, mais s'ils n'ont pas cette sensibilité, ça ne servira pas. Donc, on voit sur la photo Blaise Matuidi, qui est un de mes associés, aussi bien dans ma boîte que dans la boîte, que Johan. Il s'appelle Johan Benalouane. Benalouane, ouais. Deux anciens internationaux de foot qui ont fondé un fonds d'investissement d'ailleurs aux États-Unis. Quand on a envoyé 4 jeunes faire le tour du monde à vélo pour l'eau, Blaise est venu, il a passé une journée avec eux. Johan, il est là sur nos tables rondes. Enfin, nos premiers ambassadeurs étaient impliqués pour la cause. Et ça, effectivement... Et comme eux, vous en avez tout autour du monde. Vous en avez combien aujourd'hui? On a une 60aine d'ambassadeurs dans le monde. Ah ouais, dont plein d'athlètes olympiques. Qui prêchent la bonne parole. Conseillers de président, tout à fait. Et dans le monde, il y a... La Corse. L'île Monde. L'île Monde. L'île Monde. L'île Monde. Et vous allez... Alors, c'est lui, Jean-Louis Achard, qui vous a démarché. Alors au début, je crois savoir qu'il vous démarche pour ça, en fait. Sur un équipement. Sur un équipement, parce que ça, c'est vous êtes chef d'entreprise de ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça en fait, c'est la société France Industrie Assainissement qui a été fondée par Jacques, justement. Et moi, j'ai rejoint le projet en 2018 avec cette idée, justement, d'avoir un impact planétaire. Donc finalement, création d'un équipement, c'est une station d'épuration en format container. Et plutôt que de réfléchir grand système et plein de ciment, c'était petit système délocalisé avec plein d'informations dedans. Donc station d'épuration totalement intégrée dans un container. Donc Jean-Louis, il y a 4 ans, on commence à échanger sur ces sujets-là via un ami commun. Non, c'est marrant, la Corse, il y a des montagnes. Eh ben, on met le conteneur en bas, c'est gravitaire, on n'a pas besoin de pomper l'eau. Le village le connecte et c'est magique en fait. On économise 80% du coût d'investissement. On est parti sur ces sujets-là. L'eau est un enjeu étatique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à mettre le conteneur connecter le village. Il faut, entre guillemets, l'accord de l'État, parce qu'aujourd'hui, en tout cas en Occident, l'eau est gérée par l'État. D'accord. Et puis finalement, il y a quelques mois, il me dit « Malek, j'ai vu ce que tu faisais avec l'ONG. On a vu que tu as fait ça là, tu as embarqué des gens, vous avez fait des grandes actions. Pourquoi on ne fait pas un truc en Corse ?» Et pourquoi il faudrait faire un truc en Corse, Malek? Mais il faudra en faire partout. Non, mais déjà. Ouais. Si je prends les chiffres disponibles, je ne vais pas les garantir parce que je n'ai pas fait le tour de toutes les stations, mais on parle entre 40 et 60% d'eau usée traitée. Et il y a une bonne partie des stations d'épuration qui sont là, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Donc c'est-à-dire que la moitié de nos eaux usées sont traitées en Corse. C'est ça à peu près? D'après les chiffres que j'ai vus, oui. Alors qu'au niveau continental, ça serait combien? Dans un pays... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est à plus de 90%. Je crois qu'il y a 4 millions de foyers en France qui sont encore en fosse septique, parce que c'est du pré-traitement. Donc il y a encore, mais on est quand même, on est un des meilleurs pays au monde, la France, sur le traitement des eaux usées.
D'accord. Oui. Donc effectivement, il y a du travail à faire chez nous. Il y a besoin d'ambassadeurs, de prêcher cette bonne parole. Tout à Donc fait. ça commence en Corse, bien sûr. On essaye. Et puis la Corse, ça vous tient à cœur parce que ça, c'est une vidéo que vous avez Oui. prise et on va la regarder. C'est la Corse, mais c'est quoi aussi? Moi, c'est chez moi. C'est là d'où je viens, en fait. Je l'ai toujours entendu que la Corse, c'était la Kabylie. Et effectivement, ça a été c'était presque violent, en fait. C'est-à-dire que je crois que c'est un proverbe coréen qui dit qu'une chose qu'on t'a dit 1000 fois ou que tu as vue 1000 fois ne vaut pas une chose que tu as vécue une fois. On m'a toujours dit que ce lien entre la Corse et les Kabylies, mais ça paraissait loin. Mais finalement, le fait d'avoir débarqué, d'avoir pris la voiture avec Jean-Louis, d'avoir fait certaines routes, d'avoir vu la mer et la montagne à côté, je me dis, mais en fait, oui. Alors, et c'est marrant, parce que ça veut dire qu'on a beau te dire les choses, Ouais. Là, vous les avez réalisées. tu les as vécues. Et c'est là la complexité. Moi aussi, on me l'a toujours dit, ça, que ça ressemble à la Kabylie. Mais il va falloir que je il vienne, va il va falloir aller en venir Kabylie pour constater. comprendre. Et c'est aussi, c'est aussi comme ça qu'on travaille beaucoup dans l'ONG, parce que finalement, le plus compliqué, c'est de transmettre. Et tu te rends compte que tu ne veux pas demander à tout le monde d'être malade pour comprendre ce que c'est que la maladie, tu ne vas pas t'en sortir. Donc comment on peut montrer aux gens que l'eau, c'est plus important que ce qu'on pense, parce que de toute façon, sans eau, je ne serais pas là pour en discuter avec toi, et toi non plus, pour m'écouter. Et bien finalement, tant que les gens ne l'ont pas vécu, c'est compliqué. Quand on avait fait le spectacle Saison Africa 2020, là, à l'auditorium d'Anguin-les-Bains, j'avais demandé au patron du Centre des Arts si on pouvait mettre le radiateur à 50 et de fermer les portes. Il m'a dit non, on ne peut pas. Mais pourquoi tu veux faire ça? Juste pour que les gens ressentent pendant 10 minutes ce que c'est que la soif. Donc tout le challenge, il est de dire comment, par la théorie, je peux obtenir les mêmes résultats que la pratique. Et pourtant, on parle d'une matière, s'il n'y en a pas, t'es mort. Ben, malgré ça, les gens n'arrivent pas à... On parle souvent de prise de conscience, je ne sais pas. L'eau, c'est la vie, et la vie, Et la vie. c'est l'amour aussi. Ouais. Je crois que Pierre Ardisson est parti il n'y a pas longtemps et il a dit que la seule chose qui valait la peine d'être vécue, c'était l'amour. Et bah, tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, je t'aurais dit non, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc effectivement, c'est inattendu. Inattendu. Très, très inattendu. Je ne savais tellement pas ce que voulait dire le verbe aimer avant que finalement, ce verbe ne suffit pas aujourd'hui pour décrire ce qui se passe. Donc c'est un peu... voilà. Donc effectivement... La quatrième vie, elle vaut le coup d'être vécue, celle-là, Malek. La vie. C'est juste la vie. Ouais. En fait, pendant longtemps, et c'est marrant parce que mon fils, qui réfléchit vite, m'a dit un jour, papa, je suis tellement content que tu es quelqu'un parce que, tu sais, nous, on est tes enfants. On t'aime, on veut t'aider, etc. Mais c'est pas pareil d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi et qui pense à toi et qui fait pour toi, etc. Donc effectivement, c'est cette idée, effectivement, d'échange. Ouais, bah, si on m'avait dit qu'avant c'était ça la vie, j'aurais peut-être essayé de trouver un moyen plus rapide pour y arriver. Comme quoi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'étape de vie, il n'y a pas de souffrance. Par contre, l'amour est là. Tout découle de l'amour. Ouais. L'argent, le business, la santé, je me dis que tout découle de ça. Mais je crois qu'il faut l'avoir pratiqué malheureusement pour le comprendre. Il n'est jamais trop tard pour être heureux, Malek. Oui. Hein? Oui. Allez, venez à côté de moi. Ce sera le dernier mot de l'émission. Et la dernière photo, c'est moi qui la prends aussi. Allez. Voilà, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci. On va suivre No Water, No Us en Corse. J'espère que ça va faire des petits, que ça va essaimer, parce qu'en plus, on en a vraiment besoin en C'est Corse. l'objectif. Et continuez d'être heureux, vous. Hein? Et à bientôt en Corse. Merci. À bientôt. Au revoir.